Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy et Kelch Business School sur le thème « Partager la Terre ». Je voudrais remercier évidemment cette école qui nous accueille et vous tous qui nous suivez, vous pouvez poser vos questions directement sur la page du live de l'événement. Je voudrais également remercier en particulier aujourd'hui l'ambassadeur Jan Verling qui est chargé de l'environnement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un des plus vieux partenaires d'Open Diplomacy et aussi un partenaire extrêmement impliqué dans l'organisation de ces rencontres du développement durable pour lesquelles Jan Verling a représenté le ministère au sein de notre comité de pilotage. On a associé à cet événement plus de 50 partenaires. Nombreux d'entre eux sont représentés tout au long de la journée. Aujourd'hui, nous aurons l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, le CIRAD et d'autres partenaires tout au long de la journée. Je voudrais les remercier tous un à un chaleureusement d'avoir accepté, malgré les circonstances sanitaires, de continuer cet effort avec nous, de faire vivre le débat public sur le développement durable en cette période très agitée où l'Assemblée générale de l'ONU est extrêmement divisée sur le sujet. Pour en parler, pour partager la Terre sur cette première table ronde, je cède la parole à ma collègue Virginie Salmen, journaliste à Europe 1. Bonjour et merci de nous suivre. Cette première table ronde de la journée s'intitule « Partager la Terre, gérons les communs ». L'air que nous respirons, les océans que nous traversons, la biodiversité, c'est-à-dire les oiseaux, les insectes, les plantes qui nous entourent, tout ça n'est pas régi par des frontières. C'est ce qu'on appelle les communs. Nous sommes copropriétaires ou plutôt colocataires de toutes ces ressources. On va voir avec nos intervenants ce matin comment envisager leur gestion commune. Autour de cette table ronde, certains sont à distance, certains sont ici dans le studio avec moi. Damien Navizet, chef de la division changement climatique de l'Agence française du développement. Bonjour, merci de participer à cette table ronde. Karina von Schuckmann, vous êtes océanographe et vous êtes aussi auteur principal du GIEC. Bonjour. Bonjour. Et Claire Pitella, vous êtes députée, présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la qualité de l'air. Bonjour. Bonjour. Et puis, à distance avec nous, Denis Pech, sociologue au CIRAD, directeur de l'unité mixte acteurs, ressources et territoires dans le développement. Bonjour. Oui, bonjour. Sébastien Treyer, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonjour. Vous nous entendez bien, tout va bien. Et Jan Verling, ambassadeur délégué à l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, à distance, Denis Pech, par définir et parler un peu de la genèse de ces communs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par commun et d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire au départ, les communs? Ok, alors plusieurs chercheurs dans les années 1970-80 ont beaucoup travaillé sur les formes d'usage de ressources et ça a amené ce qu'on a appelé la redécouverte des communs. Donc ce terme redécouverte est utilisé sciemment pour expliquer que la forme collective, disons, d'usage des ressources, selon des règles qui sont collectivement élaborées, est une forme finalement très ancienne et qui reste présente dans beaucoup de situations actuelles de par le monde. Si on voulait définir les communs, il y a 3 points précis qui définissent un commun. Le premier, c'est une ressource, donc. Le deuxième, c'est une communauté de personnes qui utilisent cette ressource. Et le troisième, c'est des règles ou un système de gouvernance qui définit la manière dont ces ressources vont être gérées dans le temps et dans la durée. Donc il faut ces 3 composantes pour définir un commun. Donc un commun, c'est avant tout un mode de gestion d'une ressource. Ce n'est pas une ressource. Donc quand on dit gérer les communs, il y a une sorte de pléonasme finalement, puisque un commun est forcément géré, sinon il n'est pas un commun. Il est éventuellement un bien commun, une chose commune, mais l'idée de commun suppose une gestion partagée avec des règles qui sont respectées, bien évidemment. D'accord. Et donc, je vous laisse poursuivre. Ça date de plus longtemps encore. Oui, alors bon, l'auteur emblématique, c'est Elinor Ostrom et son mari Vincent Ostrom, qui ont beaucoup travaillé sur une forme de commun particulière, qui sont les communs dits de subsistance, c'est-à-dire où des communautés de taille relativement limitée utilisent par exemple des ressources forestières, du foncier, des ressources de la pêche, etc.
Ensuite, on a vu se développer dans les années 80-90 et peut-être plus 2000 une autre forme de commun qui sont les communs immatériels. Et donc, c'est très lié au développement d'Internet. Donc, tout le mouvement, par exemple, des logiciels libres a donné un second souffle un peu à cette réflexion sur les communs. Donc, l'idée qu'on peut partager des ressources et développer ces ressources de manière efficiente sous un mode collaboratif, et qu'il existe d'autres registres de gestion des ressources que uniquement le privé ou le public. Très bien. Peut-être que l'un des communs les plus importants de notre planète, ce sont les océans, probablement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Carina von Schuckmann, d'abord, quel est le rôle de ce commun que sont les océans? Pour introduire ça, je prends l'angle via le développement durable. Donc le développement durable, il est basé sur 3 piliers. C'est l'environnement, la société et l'économie. Il y a une vision qui existe sur l'organisation des objectifs du développement durable sur laquelle l'environnement il est basé et prend la fondation et porte les autres 2 piliers, la société et l'économie. Donc l'exemple, c'est l'océan. L'océan, pour l'environnement, il joue un rôle fondamental, déjà sur 2 caractéristiques, à la fois la caractéristique des stocks et des grandes quantités de la chaleur. Aujourd'hui, il y a 90% de chaleur qui sont stockées dans les océans dû au changement climatique, au forçage anthropique. Et également un tiers des CO2, du carbone est stocké dans les océans. Une deuxième caractéristique, c'est la capacité des océans de transporter de grandes quantités, par exemple de la chaleur et aussi du carbone sur des grandes distances, à l'horizontale, mais aussi dans les profondeurs des océans. Et ensuite, l'océan, c'est un réservoir pour l'oxygène. Donc, il porte aujourd'hui plus de 50% du oxygène mondial qui réside dans les océans. Il y a aussi pour la biodiversité, il y a environ 50% de la production première mondiale qui réside dans les océans. Et aussi, c'est un réservoir pour l'eau douce. Il y a 96% de l'eau douce qui réside dans les océans. 96% de l'eau douce, oui. Très bien. Donc, et pour la société, il y a des grandes importances, à la fois son rôle dans le climat, dans les événements météorologiques, les événements extrêmes et aussi, bien évidemment, le niveau de la mer, les changements au niveau de la mer, et ainsi pour la sécurité de l'alimentation, en grande partie, et pour l'économie, donc il y a des grandes sources comme la pêche, le tourisme, l'aquaculture, et qui donnent toutes ces ressources, etc. Et l'un des grands enjeux en ce moment en particulier de ces communs qui concernent les océans, ce sont les zones, les aires marines protégées. Oui, donc à la fois que pour pouvoir vivre avec les océans, travailler par exemple dans des secteurs économie bleue, pour exploiter l'océan, en même temps, il faut bien appliquer une protection des océans parce que un développement durable peut que marcher si en même temps il y a une protection et si les océans sont dans une bonne santé. C'est-à-dire qu'on laisse des zones de régénération, ça fait partie d'une gestion de ce commun qu'est l'océan. Oui. Je vais me tourner maintenant vers Sébastien Treillère. Si vous m'entendez bien, peut-être que pour que vous nous parliez de cet édifice fragile de gouvernance mondiale des biens communs environnementaux qui a été mis en place notamment à Rio en 92. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à ce moment-là, on a commencé une construction ? Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je trouve que l'exemple de l'océan est tout à fait pertinent parce que l'océan en haute mer, ça a toujours été construit comme le bien de personne. Res nullius, je ne veux pas faire du droit, mais c'était justement pas un bien commun, mais un bien appropriable par les pays sans qu'ils aient des comptes à rendre. Et donc l'idée de biens communs mondiaux qu'on devrait essayer de construire comme les biens communs dont Denis Pech nous a parlé, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à l'échelle d'une planète où on a en commun le climat, la biodiversité, l'océan, sans avoir de gouvernement du monde et sans avoir d'institutions sociales et politiques qui permettent de s'assurer qu'on ne les surexploite pas, qu'on ne les dégrade pas. Et donc effectivement, à Rio, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un exercice de gouvernance où les États essayent de se rendre des comptes mutuellement, essayent, quand ils ont dans la bonne volonté en tout cas, de ce qu'ils font ensemble, de ce qu'on fait ensemble à nos biens communs mondiaux.
Ce qui me semble absolument important d'avoir en tête, c'est que cet édifice fragile, il a quand même, depuis 92, eu quelques succès, notamment en 2015, avec l'agenda 2030, avec la COP 21 sur le climat, et puis des choses qui ont avancé sur la convention désertification et sur la convention diversité biologique. Donc ces choses avancent, mais il me semble important de retenir en termes de gouvernance des communs, on n'est sûrement pas dans une capacité de gouvernement, c'est-à-dire de se dire qu'on va vraiment pouvoir appliquer ou obliger des États à faire des choses de manière contraignante. Cette idée d'un accord contraignant n'est à mon avis quelque chose de pas atteignable dans notre gouvernance mondiale de l'environnement. On voit des aspects de contraintes entre États essentiellement. On peut voir ça du côté du commerce parce qu'on peut avoir une forme de sanction à travers des sanctions commerciales. On le voit du côté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais encore on voit bien à quel point c'est compliqué avec le cas de l'Iran. Et donc ce sur quoi repose cet édifice fragile de gestion en bien commun de nos communs mondiaux, c'est la pression entre les pairs. C'est-à-dire une forme de pression réputationnelle entre les pays. On l'a vu à l'Assemblée générale de l'ONU, la Chine qui fait une déclaration sur la neutralité climatique en 2060. Ça veut dire que d'une certaine manière, la Chine se sent une forme d'utilité ou d'obligation ou d'intérêt à annoncer au reste du monde qu'elle va prendre sa part de la protection du climat. Et donc, tout ce qui a été construit avec la COP 21, l'accord de Paris, c'est une dynamique de convergence des aspirations, des anticipations des pays qui, d'une certaine manière, doit essayer de nous guider vers la meilleure manière de protéger les communs. Et ce que j'essaye, le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'au fond, je parle beaucoup des gouvernements et on a des éminents collègues spécialistes de géopolitique qui disent que le mot géopolitique a fait son temps. Bertrand Badi, prof émérite de Sciences Po, nous dit que la géopolitique entre les États-nations est en fait aveugle sur le fait qu'il faut évidemment avoir en tête le fait qu'un certain nombre de choses dans notre monde sont gouvernées par des entreprises transnationales, sont déterminées par des entreprises transnationales, que la société civile a évidemment un rôle à jouer, que les syndicats et leurs organisations sont aussi des éléments importants. Mais on voit bien quand même la place aujourd'hui de la revendication de souveraineté des États et donc des gouvernements nationaux. Et donc, c'est ce que je voulais absolument dire, c'est que par rapport à ce que Elinor Ostrom a montré sur des communautés locales qui ont une forme de redevabilité entre personnes, parce qu'on est dans un environnement où on sait qu'on partage la même ressource et on a des comptes à se rendre entre personnes d'une même communauté. Là, à l'échelle du monde, si on essaye de transposer ça à l'échelle des gouvernements de la planète, c'est évidemment extrêmement compliqué. Pour moi, cet édifice fragile construit depuis Rio et confirmé fortement en 2015, il est vraiment fragilisé aujourd'hui à la fois par les tensions structurelles géopolitiques entre les pays, les tensions sur le commerce, les tensions sécuritaires et les affirmations de puissance qui sont, à mon avis, structurelles bien au-delà du gouvernement américain actuel. Et puis par une forme de retour à la souveraineté aussi qui est liée aux impacts socio-économiques de la crise. Donc en plus la crise vient ajouter ça, au même moment où on se rend compte qu'on est en fait complètement interconnecté par les crises sanitaires. On voit bien que la dégradation de la biodiversité est en cause dans l'explosion de certaines des crises sanitaires qu'on a eues ou qu'on va avoir. Et donc c'est un drôle de moment où on a un édifice fragile, de plus en plus fragilisé par les tensions géopolitiques et en même temps de plus en plus justifié par la prise de conscience qu'on est inévitablement interconnecté. Oui, vous nous dites, Sébastien Treillère, qu'on n'est pas du tout, il ne faut pas rêver à un moment à un gouvernement mondial sur la gestion de ces communs, entre guillemets. Mais en revanche, quand vous dites que les pays font pression les uns sur les autres et que ça, c'est le système qui fonctionne actuellement, on voit que dans les COP, par exemple, ça marche pas toujours. Enfin, si bien que ça. Comment vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Comment est-ce qu'on se jauge entre pays? Qu'est-ce qui peut faire avancer cette gouvernance mondiale sur le climat? En fait, il peut y avoir plein de mécanismes différents. Et effectivement, une fois qu'on est dans la conférence des parties d'une convention des Nations Unies, les éléments sont presque joués, ont été joués dans l'intervalle précédent. Moi, je voudrais répondre à votre question en utilisant l'exemple de l'Europe et de la Chine. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est sortie du bois à la COP 26 de Madrid en décembre
2010, excusez-moi, j'ai du mal avec les dates, c'était bien décembre 2019, c'était avant la crise. L'Europe a annoncé son plan climat avec de la part d'un certain nombre d'autres pays une forme de scepticisme sur est-ce que l'Europe va vraiment tenir ce qu'elle annonce, puis l'Europe continue à avancer. Et effectivement, on avait l'impression que M. Timmermans, le vice-président exécutif de la Commission européenne, sortait ses atouts comme dans un jeu de poker, et que la Chine n'avait aucune raison de surenchérir. C'était pas du tout une évidence. On voyait une Chine qui se disait je vais probablement attendre de savoir quel est le résultat des élections américaines avant de sortir mon propre plan. Formellement, elle pouvait dire j'ai pas encore fait mon 14e plan quinquennal 2021-2025, donc je vais attendre. Et donc on pouvait très bien avoir une Europe qui cherche à monter une espèce d'enchère en tout cas une espèce de dynamique entre pairs dont je parlais tout à l'heure. L'Europe essayait de jouer ça, et c'était pas du tout évident que la Chine suive. D'autant plus que, comme on l'a vu avec le report du sommet de Leipzig entre l'Europe et la Chine qui était attendu le 14 septembre, l'Europe a tapé du poing sur la table en disant que sur les questions commerciales et d'investissement, la Chine ne jouait pas du tout le jeu de la négociation. Et donc on voit finalement que pour des enjeux qui sont à la fois de sa propre transformation structurelle de son économie, et puis dans une logique d'essayer de ne pas perdre une forme de leadership sur le multilatéralisme environnemental qu'elle commence à essayer de prendre, la Chine finalement annonce des choses. Alors il faut prendre avec des pincettes toutes les annonces qui sont faites, mais hier le président Xi Jinping, président chinois, a annoncé neutralité carbone en 2060. Enfin, c'est un ensemble de choses qui n'étaient pas absolument nécessaires du point de vue des purs intérêts, les intérêts individuels de la Chine. Et donc j'essaye de vous montrer que dans ces négociations, il faut être absolument avoir une compréhension absolument non naïve, absolument sans indulgence et sans naïveté sur les intérêts bien entendu, bien matériels, les intérêts matériels de chacun des gouvernements qui annoncent quelque chose. Mais l'exemple de ce qui se passe sur la négociation climatique et le fait que finalement peut-être que la Chine va effectivement arriver à la COP26 de l'année prochaine avec une ambition environnementale, une ambition climatique accrue, montre que entre les intérêts bien compris du pays dans sa propre transformation structurelle et ses intérêts économiques, et le fait qu'il pourrait quand même attendre avec l'Europe des choses qui vont venir ensemble, par exemple sur les normes de la taxonomie verte, sur la finance verte, où les normes chinoises du secteur financier chinois et les normes du secteur financier européen auraient peut-être intérêt à converger. On voit un mélange d'intérêts individuels très centrés sur soi-même et d'intérêts mutuels qui poussent à une forme de coopération pour être plus ambitieux. Et donc j'espère que, vous voyez que j'essaie de décrire avec beaucoup sans enthousiasme béat le fait que cette question des pressions entre pairs, même dans cette période géopolitique très tendue, semble avoir une forme d'effet, dans l'idée que le sens de l'histoire est quand même plutôt un sens de transformation de nos économies, pour protéger ces biens environnementaux mondiaux. Très bien. Merci Sébastien. Pour poursuivre sur la coopération internationale sur le climat, Damien Navizet, vous me disiez, ou sur les communs, vous me disiez que la logique nord-sud n'est plus forcément celle qui prévaut de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ce que vous avez vu expérimenté sur le terrain ? Merci, puis merci de l'invitation. Oui, tout à fait. Gérer la terre, gérer les communs, c'est prendre des décisions ensemble. Donc le multilatéralisme dont a parlé Sébastien. Ça n'empêche d'ailleurs pas du tout d'avoir une opinion publique, aussi le niveau citoyen qui s'exprime. On l'a vu en France. Les deux se complètent et se renforcent. Et en plus de ces règles communes, il y a aussi la coopération. Alors la coopération internationale sur les communs comme le climat, elle est marquée d'une dichotomie nord-sud, parce que les pays du nord ont beaucoup pollué, les pays du sud moins. Alors les choses sont en train de s'équilibrer naturellement, mais pour l'Agence française de développement et donc la coopération française, on essaye de mettre en œuvre sur le terrain quelque chose qui dépasse ce clivage nord-sud. D'abord parce que coopérer, les solutions sur le climat ou la biodiversité, ce sont des solutions qui sont avant tout locales, comme les problèmes, qui sont plongés dans un contexte local. On ne peut pas appliquer bêtement, entre guillemets, des solutions en France à des pays en Afrique. Réciproquement, ça ne marche pas forcément non plus. Donc, avec ces problèmes communs qui ont des solutions locales,
on retrouve une notion de partenariat, d'apprentissage ensemble et de mise en commun des idées. On espère, nous, à l'Agence française de développement aussi, dans notre rôle de pédagogie sur le développement international en France, aussi montrer au nord, en France, les innovations qui ont lieu au sud sur ces questions-là. Alors quand je dis innovation, je ne veux pas utiliser ce terme de manière trop lapidaire. On ne parle pas de technologie du futur non plus, pas toujours. Il y a des innovations qui sont techniques, qu'on partage en France et dans les pays du sud, par exemple dans l'agriculture, tout ce qui est de l'agroécologie. Par exemple, le fait de ne pas labourer la terre, ça a plein d'intérêts. Alors en France, l'intérêt d'avoir des rendements qui restent élevés sans détruire la biodiversité du sol. En Afrique, stabiliser aussi les sols qui sont soumis à des pluies très fortes. Donc quand on laboure pas, on maintient les sols. Tout ça, c'est très lié, biodiversité, désertification, climat. Et donc l'autre chose très importante pour l'AFD, dans le climat en tout cas, c'est d'en faire plus sur l'adaptation. Vous savez, on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, et puis il y a aussi les impacts négatifs du climat sur lesquels il faut travailler. Une société de financement de projets d'infrastructures comme l'AFD est souvent amenée à réfléchir sur des infrastructures de transport d'énergie, donc des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi travaille dans des secteurs comme l'agriculture, la forêt, l'eau, et donc est prise directement face aux impacts négatifs du changement climatique. Et l'adaptation est un sujet qui est devenu central pour l'AFD, notamment en Afrique. À quoi vous pensez par exemple? Vous avez un exemple? Eh bien, oui. En ville, par exemple, dans plein de pays, le changement climatique apporte des précipitations très importantes. Dans des villes qui se sont structurées de manière parfois anarchique, où les pays, où les populations vulnérables sont dans des zones inondables ou en tout cas des zones exposées. Et avec le changement des régimes des pluies, il y a des inondations toujours plus dramatiques dans des grandes villes, notamment d'Afrique équatoriale. S'adapter à cela, c'est essayer de faire des logements aux endroits les moins exposés, mais aussi assainir, par exemple. L'adaptation, c'est aussi beaucoup lié à l'eau, et donc dans le secteur agricole, s'intéresser à des cultures qui sont moins gourmandes en eau, et à des techniques qui sont plus adaptées au changement climatique, par exemple. Donc là, vous dites que les relations Nord-Sud sont un peu bouleversées parce que finalement, tout le monde a le même genre de défis à affronter. C'est ça aussi qui change la relation. Tout à fait. On a les mêmes problèmes. On a des solutions adaptées à notre contexte. Et on n'est pas forcément dans une logique où on va dire à l'autre comment il faut qu'il s'adapte. Mais plutôt réfléchir ensemble avec lui. Et est-ce qu'il y a des exemples de trouvailles, de choses que vous avez trouvées, vous, sur le terrain, que vous n'aviez pas, qu'on n'avait pas imaginé en France et qui peuvent s'appliquer à l'inverse, au Sud-Nord? C'est un peu trop schématique de le dire comme ça. Et je vais juste prendre un exemple particulier qui peut-être sera plus parlant. En Afrique, on a été capable de voir l'utilisation des téléphones portables pour tout un tas d'applications bancaires, de paiement, d'information des gens qui ont précédé ces utilisations en Europe, parce que quelque part en Afrique, c'était devenu un nouveau moyen qui était directement utilisable, alors qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour cela, moins de banques, moins de télécommunications, alors qu'en Europe, on avait tout un tas de choses sur lesquelles on pouvait se reposer. Ce qui fait que quelque part, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le climat, mais sur la téléphonie mobile, l'Afrique et sur les applications comme la banque mobile, l'Afrique est allée beaucoup plus vite que la France, par exemple. Très bien. Il y a une question qui nous parvient déjà sur le live des rencontres du développement durable que je vais adresser à Yann Verling. Si vous êtes bien en ligne, je devrais vous voir d'ici quelques petites secondes. Les liens, c'est une question de Béatrice Ruiz qui nous écrit: les liens sont faciles à faire entre Covid et crise climatique. Ne craignez-vous donc pas que cette dernière renforce les politiques de repli sur soi? Que faire pour préserver et accélérer l'indispensable collaboration internationale? Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour.
Bon, merci de me passer la parole et de m'adresser cette question. Et puis bravo à Open Diplomacy pour l'organisation de cette rencontre. La question de la crise sanitaire et de l'environnement est un peu, enfin, elle est aujourd'hui très ouverte, on va dire, hein, parce que d'abord, elle est claire quand même d'un nouveau jour, le fait que on se rend compte, je crois que Sébastien Treyer l'a dit, on se rend compte que le monde est très interdépendant, on va dire. Nous ne sommes pas chacun dans notre territoire, derrière nos frontières, à pouvoir nous préserver, à nous protéger. C'est quand même le grand enseignement de cette crise sanitaire. Alors, est-ce qu'elle doit inviter à un repli sur soi? Je vois bien l'idée, c'est-à-dire on essaye ici ou là de se dire que finalement, alors, c'est pas tant pour éviter les crises sanitaires, c'est plutôt pour ne pas se retrouver dans une dépendance trop importante à des échanges internationaux commerciaux, notamment du point de vue des denrées essentielles, type alimentaire ou autres. On s'est rendu compte effectivement pendant la crise sanitaire que cette cette interconnexion, elle avait aussi des inconvénients le jour où il fallait justement fermer, on va dire, l'activité, faire le confinement comme on l'a vécu, avec peut-être des besoins qu'on ne pouvait plus assouvir puisqu'on ne pouvait plus importer ni exporter. Donc bon, ce repli-là, il a un aspect, on va dire, qui peut se développer. Je ne sais pas s'il va se développer, mais en tout cas, je sais que dans les plans de relance que nous sommes tous en train de monter, il y a cette logique de dire qu'on veut remettre dans nos territoires un certain nombre d'activités pour être moins en dépendance d'importation. Je crois que ça peut être une bonne chose pour l'environnement. Maintenant, il faut faire attention évidemment au repli sur soi, et je crois que ça n'est pas souhaitable non plus que ce repli sur soi existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence pour l'avenir? Moi, je crois d'abord qu'il faudra écouter la science dans les prochains mois. J'espère qu'on le fera. Je n'ai pas le sentiment que c'est le cas pour le moment, mais nous, on a fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'écologie et avec beaucoup d'autres ministères, et surtout l'ensemble des sphères de recherche que la France je pense au Muséum, à l'INRAE, au CNRS, à beaucoup d'instituts de recherche. On leur a posé une question simple, c'était de savoir si la crise sanitaire avait pour origine les atteintes à la biodiversité. Alors, cette crise sanitaire en particulier, les scientifiques sont prudents parce qu'évidemment, ils n'ont pas suffisamment de données encore aujourd'hui pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Mais ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui, et c'est très intéressant à entendre, c'est que il y a depuis une trentaine d'années une augmentation d'émergence de zoonoses dont l'explication est à chercher précisément dans les atteintes à la biodiversité, aux milieux naturels, aux habitats naturels, qui augmentent, on va dire, les contacts entre les humains et les animaux. Donc, on a la preuve, et il faudra l'écouter, que nous avons à changer de modèle dans notre relation à la nature, être moins dans l'agressivité et dans la prédation, et être un petit peu plus dans, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, une capacité à gérer les communs, j'allais dire, au-delà de ça, c'est aussi coexister avec le monde sauvage. Et ça, aujourd'hui, c'est la donnée de demain, c'est comment on va réussir, peut-être à travers des aires protégées, mais pas seulement, à dire que le monde sauvage, d'abord, a un droit de vie sur Terre autant que nous, on va dire. On n'est pas obligé de le détruire dans son intégralité pour nous-mêmes être confortables, au contraire. Et puis, deuxièmement, on a évidemment à redécouvrir tous les bénéfices d'une biodiversité vivante et dynamique sur notre économie, sur notre bien-être. Tout à l'heure, vous citiez les océans et le fait que les océans produisent environ 50% de l'oxygène. Vous devinez bien à quel point on est là sur des aspects extrêmement vitaux. Acidifier les océans comme nous le faisons, les appauvrir comme nous le faisons, détruire le plancton comme nous le faisons, à terme aura une conséquence bien plus dramatique que la Covid, puisque une baisse du niveau de l'oxygène dans l'atmosphère, je ne vous fais pas de dessin, c'est tout simplement impensable.
Merci beaucoup Yann Verling. Peut-être que Karina von Schuckmann, vous pouvez rebondir là-dessus sur les conséquences justement de la destruction à l'œuvre de ces communs que sont les océans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des conséquences probables avec différents scénarios, j'imagine ? Donc, les grands impacts du changement climatique sur les océans, comme c'était résumé ou rassemblé dans les derniers rapports spéciaux sur les océans de la cryosphère du GIEC, il y a eu à la fois un réchauffement des océans, un réchauffement qui n'est pas seulement vu à la surface, c'est un réchauffement qui descend à des gros profondeurs des océans également. Qui, selon les scénarios les plus pessimistes, va jusqu'où ? Vous pouvez nous rappeler ? Même si c'est pas... Oui, donc il y a plusieurs scénarios qui étaient appliqués dans des modèles de climat. Il y a des scénarios qui font une estimation pour une augmentation de la température surface à 1,5 degré. Donc ça, c'était le rapport spécial 1,5 degré. Il y a eu des scénarios qui vont aller même jusqu'à 4 degrés. Il y a différents résultats sur le développement, l'évolution de certaines implications ou impacts ou des risques sur son environnement. Oui, alors 4 degrés de plus de température de l'eau, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Donc, c'est pas le 4 degrés, c'est la température de la surface de la Terre entière en réaction avec le déséquilibre énergétique de la Terre qu'on a aujourd'hui pour déséquilibrer le système Terre. Mais ensuite, c'est que, par exemple, pour le niveau de la mer, donc, certains points, il y a eu des estimations pour le scénario le plus fort. Il y a eu une estimation de 2 à 5 mètres mondialement dans les années 2300. Une hausse du niveau de la mer. Mais c'est le scénario le plus extrême qui a été effectué. Et par rapport à la voie sur laquelle on est-ce qu'on est sur ce scénario-là ou un peu inférieur ? Aujourd'hui, dans les dernières century, pardon. Projection Non, sur les dernières décades, excusez-moi. Sur les dernières décades, on a eu une augmentation de 15 cm. En prévision sur un scénario que le moins fort, c'était prévu d'avoir en 2100 à arriver à 1 mètre, 1,1 mètre environ. Et donc voilà, ce sont les estimations les plus raisonnables. Donc. Je vais maintenant vous passer la parole à vous, Claire Pittola. Peut-être vous pouvez nous parler à un niveau plus national, local, un des communs dont on n'a pas encore parlé, sauf si Denis Pech me contredit sur la définition. On parle de l'air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'enjeu pour la France ? Évidemment, c'est naturellement pas qu'un enjeu local et national. Sur la protection, vous êtes présidente du groupe d'études de l'Assemblée sur la qualité de l'air. Quels sont vos enjeux du moment ? Avant tout, la santé. L'air que nous respirons, oui, c'est un bien commun. Nous avons tous le même air que nous respirons et pourtant nous nous apercevons que suivant les endroits, il n'a pas la même qualité et il influe sur notre air. Respirer, c'est notre réflexe premier et nous ne sommes pas très résistants à des variations de cette qualité de l'air, donc c'est un impact direct. Si on parle de cette crise sanitaire et qu'on revient à la question sur le repli sur soi, par exemple, on a pu observer à ciel ouvert une réduction de l'activité. Et donc, en Europe, on a eu des premières estimations qui disent qu'en un mois, on a évité 11 000 morts du fait du confinement et de la réduction d'activité. Donc, ça peut au contraire nous inciter à coopérer davantage pour agir et prioriser sur l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, beaucoup de choses sont faites en France et nous sommes assez précurseurs globalement, beaucoup dans l'observation, dans les actions, il faut qu'on aille plus loin. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive à bien observer l'air extérieur. On a, que ce soit de la terre ou du ciel, on a des associations de surveillance de la qualité de l'air et on a aussi du coup une observation vue du ciel, mais qui nous permettent de dresser un peu l'état de notre air et de voir comment où on peut réduire certaines activités. Et globalement, on a une amélioration de la qualité, enfin de l'action de l'industrie en France sur cette qualité de l'air, même si ce n'est pas suffisant, mais ça
ça participé, cette observation, à agir. On manque d'observation sur l'air intérieur. Ce qu'a montré le confinement, par exemple, c'est qu'on est passé d'une présence à l'intérieur de 80% de notre temps à 90% de notre temps. Au final, c'est pas énorme comme variation, mais ça montre que on est énormément à l'intérieur et il faut qu'on fasse attention à l'air intérieur. Ça, on doit améliorer l'observation de l'air intérieur. Et on a des plans nationaux de santé-environnement qui visent à cela, qui visent à renforcer cette observation. C'est important parce qu'on a pu démontrer qu'un logement, déjà on a pu démontrer qu'un logement sur 10 est multipollué. On a pu démontrer que les salles de classe, par exemple, sont très rapidement saturées en CO2 parce qu'elles manquent d'aération et qu'en 15 minutes, on va perdre la concentration des élèves parce que l'air est saturé en CO2. Et donc physiologiquement, l'impact que ça a, c'est une baisse de la concentration. Bien sûr, des multipollutions peuvent générer d'autres troubles. Hein. On a des phénomènes de sick building qui ont été observés, des maux de tête. Donc c'est vraiment un mal-être, des malaises qui sont générés par l'atmosphère dans un bâtiment. Donc on peut observer des maux de tête, des nausées, vraiment quand la qualité de l'air est dégradée à l'intérieur. Il y a des bâtiments qui ont été fermés pour ça, notamment dans les hôpitaux où l'air est assez surveillé. On a pu fermer des ailes d'hôpitaux parce que l'air n'était pas suffisamment bon pour les patients. Mais on doit aller beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est l'objet de plans divers, mais c'est aussi... Oui. Les bâtiments dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'air se détériore à ce point-là ? L'air se détériore déjà par un manque d'aération parce que nous sommes déjà nous-mêmes une source de pollution. Nous recrachons du CO2, il y a de l'humidité qui se crée aussi par notre présence. Donc tout ça fait que petit à petit, l'air se dégrade, qu'on va avoir, si la pièce n'est pas ventilée correctement, l'humidité va se déposer sur les murs, que petit à petit il peut y avoir génération de moisissures qui, elles, vont sécréter des composés organiques volatiles qui sont polluants et qui vont nous irriter, tout simplement les bronches. Donc il y a un vrai enjeu déjà à la base, s'il n'y a aucune source de pollution dans une pièce, de faire en sorte que le bâtiment respire, parce que nous-mêmes, nous serons toujours une source de pollution. Mais après, il y a tous les produits d'entretien qu'on utilise. Et par exemple, on travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens. Au niveau de la France, il y a un plan national sur les perturbateurs endocriniens et qui permet d'être précurseur au niveau de l'Europe, parce que toutes les espèces chimiques sont régies par des règlements européens, donc c'est important d'être précurseur. Et sur les perturbateurs endocriniens, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a dans des produits ménagers, donc on les retrouve dans l'air. On a plus tendance sur ces substances-là à penser au plastique, et c'est important parce qu'effectivement, dans les plastiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les océans. Ensuite, mais il y a aussi dans l'air, il ne faut pas oublier, et il faut observer, et ces perturbateurs endocriniens nous interrogent, parce que finalement, ce dont on s'aperçoit dans les polluants, c'est qu'il y a de multiples actions. Il y a des actions de toxicité sur notre santé qui sont liées directement à la dose qu'on reçoit, et il y a des substances spécifiques comme les perturbateurs endocriniens qui vont avoir des effets délétères sur de multiples générations à faible dose. Et là, on doit changer toutes nos règles de toxicologie, ça devient très compliqué. Donc c'est primordial d'observer, et je le redis, en France, on observe déjà beaucoup, mais c'est primordial aussi d'avoir un lien avec une recherche opérationnelle qui va nous donner des outils qui nous permettront de faire évoluer notre réglementation. Parce que ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous manque sur le passage à l'action, c'est d'avoir des outils de recherche simplifiés qui nous permettent d'accéder à une prise de décision. Et donc, on a aussi pour ça, on développe en France des plateformes publiques-privées, donc notamment la plateforme Paper pour les perturbateurs endocriniens, qui permet vraiment de faire un partenariat entre public-privé pour être davantage dans des outils opérationnels de décision. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? C'est vraiment des financements publics qui vont soutenir des actions privées, mais orientées sur des politiques publiques vraiment bien déterminées, qui apparaissent en fait au pouvoir public comme prioritaires. Et donc là, Paper, c'est sur les perturbateurs endocriniens. Après, il y a d'autres plateformes sur lesquelles il faut qu'on s'intéresse. Par exemple, la plateforme Océan Climat, où là, c'est plutôt des acteurs indépendants qui sont mobilisés. Mais comment les pouvoirs publics agissent et permettent d'amplifier en fait les volontés plus indépendantes et privées pour que du coup on puisse vraiment préserver ce bien commun qu'est l'air, puisqu'il y a une interaction entre tous les biens communs qui ont été cités, il y a une interaction qui est forte. Je repasse la parole
parole à Denis Pech, qui tout à l'heure insistait justement sur la nature de ces dynamiques, qui est brouillée, dites-vous, par une lecture qui reste bloquée sur la dichotomie public-privé. Ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer, détailler un petit peu en quoi ça empêche d'avancer peut-être, ou ça gèle un petit peu enfin, est-ce que ça nous empêche d'avancer, cette dichotomie public-privé? Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Denis Pech. Oui, j'avais pas mis mon micro, c'est moi. Il faut souligner la dimension politique de la notion de commun, hein, c'est-à-dire que évidemment, la science a beaucoup travaillé sur les communs pour essayer de comprendre la complexité de ces systèmes de gestion, de comprendre aussi les limites et les obstacles que peuvent rencontrer la gestion des ressources communes. Je pourrais aussi développer sur ce point. Et un des obstacles, justement, c'est un peu un obstacle cognitif. C'est-à-dire à partir du moment où la notion de commun rentre dans le champ politique, peut être utilisée, par exemple, par des mouvements sociaux pour revendiquer un certain nombre de droits, sur des biens communs, ça suscite aussi des réactions de certains acteurs qui vont tendance à cristalliser le débat politique en disant voilà, les communs, c'est la nouvelle collectivisation, c'est etc. Donc il y a des sortes de clichés, on va dire, qui sont utilisés. Et donc les gens qui travaillent sur les communs militent pour dire on devrait imaginer l'émergence d'un secteur des communs qui serait au même titre que le secteur privé, qui pourrait aussi rentrer dans des partenariats publics communs, par exemple, pour soutenir la production de biens communs, etc. Donc il y a toute une réflexion sur les frontières qui sont en train de bouger, et où le monde ne se réduit pas à une dichotomie public-privé, mais où il y a beaucoup de formes de gestion de ressources, où la gestion en groupe peut être plus efficace qu'une gestion soit publique, soit purement privée. C'est ce qu'avait démontré d'ailleurs Ostrom à partir de ses travaux sur les ressources naturelles. Donc il y a un peu l'émergence, on va dire, d'un secteur qui est mal reconnu, mais par exemple l'économie sociale et solidaire pourrait être aussi mis un peu dans cette escarcelle, qui produit aussi du bien commun, qui évidemment est inséré dans l'économie, mais qui n'est pas purement privé ni purement public. D'accord. Alors est-ce que ça s'illustre aussi sur la biodiversité, par exemple, ou des communs? Alors l'économie sociale et solidaire, ça a souvent une consonance un peu plus sociale, pas que, mais est-ce que ça peut s'illustrer dans d'autres domaines, cette dichotomie publique? Oui, c'est vrai. Par exemple, vous avez dans certains pays, je pense au Costa Rica, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine, où des parcs naturels sont gérés par des acteurs privés. Donc on pourrait dire, alors certains vont dire, attention, c'est une privatisation d'un bien commun qui est la nature. D'autres argumentent en disant oui, mais c'est une manière d'entretenir ce bien collectif, disons, qu'est la nature, par un acteur privé. Alors ça suppose évidemment des conventions, des accords cadres bien précis entre le gestionnaire privé de ces parcs et les objectifs que la communauté globale assigne à cette délégation de gestion. Donc là, on rentre sur un terrain évidemment complexe et très politique aussi, de toutes les différentes formes pas forcément de privatisation, mais de délégation de services d'intérêt général à des entités qui peuvent être soit des entités purement privées, mais elles peuvent être aussi des entités collectives. Ça pourrait être des associations, des fédérations de syndicats, ça pourrait être des fédérations de communes. D'ailleurs, on voit de plus en plus les villes, et ça c'est un aspect intéressant sur le plan, je dirais, géopolitique général, des villes s'impliquer et s'engager dans cette construction de communs à l'échelle globale. Donc il y a toute une émergence encore un peu protéiforme, disons, à travers des coalitions de villes dans le monde, à travers des coalitions de sociétés civiles, qui sont en train de créer, peut-être de manière assez discrète, des nouvelles formes de gouvernance des ressources, qui sont autre chose que du purement privé ou du purement public, au sens public, au sens gouvernemental. Très bien. Juste avant de passer la parole à Damien Invizet, peut-être vous pouvez développer un peu sur cette gestion des communs par les villes dont vous parliez à l'instant? Alors bon, moi je suis pas un grand spécialiste de ça, mais je sais que par exemple sur la question de la pollution de l'air, par exemple, les villes ou des gouvernements plus locaux, si on prend l'exemple de la Californie par exemple, c'est un État dans lequel il y a eu des politiques assez proactives sur la question de la pollution de l'air depuis les années 60-70. Donc ça montre aussi, alors bon, on est dans le cas d'un État fédéral, c'est un peu particulier, mais ça montre aussi qu'il peut y avoir des formes de gouvernance, on va dire infranationale, ça peut être des villes, mais ça peut être d'autres acteurs qui produisent des effets pour protéger certains biens communs, dont la production est enracinée sur des conditions
d'existence locale justement. Donc ça a de la pertinence sur les questions de l'eau aussi, tous les syndicats mixtes. Il y a beaucoup de formes d'associations, de collectivités et parfois aussi d'associations de secteur privé pour la gestion des bassins versants. Donc ça, c'est aussi un exemple très concret et très répandu finalement de gestion d'un bien commun à des échelles infranationales. Merci beaucoup, Denis Pech. Damien Navizet pour l'Agence française du développement, vous vouliez intervenir. Peut-être un angle complémentaire au-delà du public-privé, le fait que l'AFD, par exemple, l'Agence française de développement, elle soutient des projets pour le climat non seulement portés par les États, mais aussi portés dans ces États par des collectivités locales, des villes, des régions, ou même par des organisations non gouvernementales, des ONG. Et cet ancrage dans le local, il permet aussi de donner à voir le lien entre la préservation d'un bien public mondial comme le climat, la biodiversité, et la création d'un autre bien public plus social. Donc on parlait de la santé, ça peut être l'emploi, ça peut être la mobilité. Par exemple, dans les villes des pays en développement, on peut à la fois œuvrer pour le climat et pour le désenclavement des quartiers les plus éloignés, les plus populaires, les plus pauvres, par des solutions de mobilité, de transport en commun, donc bas carbone. On peut aussi renforcer l'échelon local, notamment au niveau du développement rural. Et c'est pas de Paris qu'on fait ça. Dans un pays en zone rurale, on va essayer de s'appuyer sur un tissu d'associations, d'ONG qui vont organiser au niveau local la planification, la protection des ressources, la mise en commun. Et je pense que c'est très important de voir que la crise qu'on traverse nous le montre de manière limpide. On ne gère pas uniquement l'environnement. On doit aussi s'inquiéter des impacts sociaux. Et si on doit changer de comportement et changer de modèle, il va y avoir des changements profonds au niveau des sociétés qu'il va falloir prendre en compte, accompagner, compenser. C'est très important d'avoir ce nexus. Alors je ne sais pas s'il existe des biens, des communs sociaux, mais en tout cas, le lien social, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est certainement aussi une ressource et qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. Je vais faire une place à la question de Souleymane Diarra qui nous demande, alors c'est une question que je vais probablement adresser à Sébastien Treyer, comment est-ce qu'on peut assurer l'intégration réelle de l'Afrique dans un processus du développement durable inclusif ? Merci beaucoup pas facile comme question, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments sur la table. Je pense qu'il faut voir au moins deux dimensions, et je dis au moins parce que je réfléchis en parlant. La première chose, c'est quand même de réfléchir comment dans le concert des nations dont je parlais tout à l'heure, on peut de plus en plus faire une place sérieuse à la représentation des pays africains. Il me semble que de ce côté-là, je veux souligner plusieurs choses. D'une part, une très grande professionnalisation de ce que je vois dans la négociation sur le climat, la négociation sur la biodiversité de l'ensemble des pays africains et de leur capacité à se coordonner pour parler d'une seule voix, ce qui est extrêmement important et ce qui est vraiment notable. Ça donne vraiment dans ces négociations une capacité d'intervention extrêmement importante. On voit notamment les négociateurs anglophones, parce que toutes ces négociations dans des moments clés ne se passent pas forcément avec traduction. Les négociateurs anglophones faire du tutorat pour les négociateurs francophones et réussir à être présents dans le concert des nations. Donc moi, ce qui me semble important, c'est que on voit quand même une tendance, et notamment avec la capacité de coordination autour de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale africaine, une forme de prise au sérieux de la manière dont les gouvernements africains se font entendre dans ces négociations internationales. Donc je dis pas que ça suffit pour être inclusif et pour répondre à la question de l'auditeur, mais il me semble que c'est un premier point qui vaut la peine d'être noté. Le deuxième point, c'est évidemment d'essayer de comprendre dans la réalité des relations économiques, qu'est-ce qui fait, comment est-ce que l'Afrique est vraiment insérée dans une réflexion sur une forme d'égalité dans les partenariats commerciaux, dans les partenariats sur les investissements. Et là, on a beaucoup de questions à poser. On voit bien la relation
complexe. Je suis pas sûr qu'elle soit en mauvais état, mais elle est complexe entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le sommet Europe-Afrique est reporté aussi à l'année prochaine. Les accords de Cotonou qui régissaient le lien de l'Union européenne, accords commerciaux, qui étaient censés privilégier les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont loin d'être aboutis à quelque chose de complètement accepté par les différentes parties. Mais on voit bien quand même l'idée que derrière le mot-clé de un partenariat entre égaux, c'est comme ça qu'on dit partnership of equals entre l'Union africaine et l'Union européenne. On n'est évidemment pas dans une situation d'équité et d'égalité en termes de ressources, de capacité de ressources financières. On voit ça dans les plans de relance où l'Union européenne mobilise pour ses propres pays, les pays de l'Union européenne mobilisent des montants massifs en matière de plans de relance dans leur propre pays, et que les pays africains n'ont pas la même capacité de déploiement budgétaire. Donc l'inégalité est absolument flagrante, mais il me semble qu'il y a là dans ces discussions une intention d'essayer de faire mieux, et je pense que dans la réalité des relations économiques, ce que peuvent faire les partenaires au développement, et notamment les bailleurs comme l'AFD, comme la Banque africaine de développement et d'autres banques sont une part importante de cette capacité à faire exister, au-delà des discours politiques, une forme d'inclusivité dans la manière dont on peut faire participer l'Afrique. Juste, je vous relance une seconde sur quand vous dites faire une place sérieuse à l'Afrique aux pays africains dans les négociations climat. Qu'est-ce que vous entendez par là? On part d'où? Dans les négociations, je pense que Damien Navizel l'a évoqué tout à l'heure, donc je pense que je ne vais pas lui tendre la perche, mais il pourra laisser la place dire s'il le souhaite. On voit, dans les négociations climatiques, on voit bien que un des gros enjeux, et à juste titre, c'est de prendre au sérieux les actions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc tous les yeux sont rivés sur les gros pays émetteurs que sont la Chine, l'Inde, l'Union européenne et j'allais dire, j'en oublie sûrement, mais disons les grands blocs économiques, Chine, Inde, Union européenne et Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, on le sait, est imprévisible sur ce qu'elle va réellement faire de ce côté-là. Et dans tout ça, le continent africain est un très petit émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre vraiment au sérieux le fait que demain, les pays africains, avec leur croissance démographique et économique et leurs grandes métropoles, deviendront aussi des émetteurs potentiels de gaz à effet de serre si leurs trajectoires de développement urbain et de développement industriel ne sont pas pensées dans une logique de décarbonation. Mais on n'est quand même pas dans la discussion sur le climat. L'Afrique paraît être un peu spectatrice de ces discussions entre les grands blocs économiques actuels. Et toute la question, c'est qu'en fait, on peut plus aujourd'hui penser la question on peut plus. Ça fait depuis Rio 92 qu'on le dit, mais il faut penser ensemble la question de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la question de l'adaptation. Et la question de l'adaptation, je pense que Yuba Sokona en a abondamment parlé, c'est quand même quelque chose qui est pour l'instant beaucoup moins développé dans la négociation climatique, qui est absolument important, et dans notamment un des sujets qui doit tous nous occuper, à la fois en Chine, en Inde, en Europe et aussi aux États-Unis et en Afrique, la question du système agroalimentaire, du système alimentaire est absolument centrale. Et on ne peut pas penser l'avenir de notre système alimentaire sans tenir ensemble la question de l'adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, il serait absolument fou de ne pas avoir autour de la table de négociation l'ensemble des pays africains et leur coordination dans l'Union africaine de manière très active et vraiment très force de proposition. Effectivement, Damien Navizel, vous vouliez dire, parce que Sébastien vous a fait la totale. Mais l'idée force, c'est qu'il faut changer le narratif et le regard sur l'Afrique quand on parle du climat. Alors oui, l'Afrique est encore faiblement émettrice, oui, elle est très exposée et vulnérable, elle a moins de capacité de faire face aux impacts, mais elle est dans une dynamique très forte de démographie, d'industrialisation, d'urbanisation. Et dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera largement aussi émettrice que l'Amérique du Nord ou l'Europe. Donc il faut lui faire une place avant qu'elle ne devienne un gros émetteur. Et puis, il faut surtout lui faire confiance et la traiter en égal. Et elle doit trouver des solutions qui lui sont propres et adaptées pour faire face à ce défi. Une autre question qui nous arrive de Pierre Spilevoix, j'espère que je prononce bien son nom. C'est une question qui sera peut-être abordée d'ailleurs dans la table ronde de cet après-midi, qui sera plus juridique.
Peut-être je peux vous l'adresser, Carina von Schuckmann. Comment, vous me dites si vous pouvez y répondre, comment intégrer les non-humains dans cette gestion des communs? Est-ce qu'il est nécessaire de passer par la consécration, par exemple, d'une personnalité juridique pour la nature? Là, on parlait justement des communs avec des communautés humaines autour. Comment est-ce qu'on peut les intégrer, les non-humains? Donc là, j'imagine qu'on parle de végétaux et d'animaux. C'est une question. Peut-être que, alors moi en tant qu'océanographe qu'en tant qu'auteur du GIEC, peut-être. Je peux juste répondre à une question pour enlever un cadre juridique, par exemple pour l'océan. Par exemple, aujourd'hui, la problématique, aujourd'hui, l'océan, par exemple, il n'est pas défini dans un cadre juridique. Et aujourd'hui aussi, à l'échelle des UNFCCC, l'océan, il n'est pas identifié comme un élément dans les négociations climatiques. Il y a eu des avancements. Le grand espoir, elle a été eu dans la dernière COP. La prochaine COP qui est malheureusement maintenant décalée pendant un an à cause de la crise sanitaire, pour faire entrer l'océan même dans un élément politique qui va être négocié et qui va caractériser. Et donc, c'est un des exemples qui peut approcher cette question un petit peu, j'imagine, mais peut-être il faut... Sur l'aspect, vraiment comment on prend davantage en compte dans nos textes, on a quand même en France un code de l'environnement, et donc il y a des obligations qui sont faites à chaque fois qu'il y a création d'une zone industrielle ou création d'un espace qui potentiellement va empiéter sur la nature. Il y a des obligations de ne pas justement détériorer cette nature, et donc on a différentes solutions pour mettre en œuvre les choses, mais en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans des compensations, c'est-à-dire qu'on va prendre sur un espace et on va essayer de compenser en redonnant, en redéveloppant de la biodiversité à côté. Donc aujourd'hui, la question est, est-ce qu'on n'est pas dans des contraintes plus fortes pour éviter d'être toujours dans un système de compensation, mais plutôt à chaque fois que quelque part on développe une activité humaine, qu'elle soit beaucoup plus en accord avec la nature. Et ça, je pense que c'est le chemin qu'il faut qu'on prenne dans l'évolution de notre code de l'environnement. Et après, ce qu'on proposait aussi dans une révision de notre Constitution, si elle arrivait, c'était d'inscrire vraiment l'environnement, le respect de l'environnement dans les tout premiers articles de notre Constitution. Mais ça, c'est bien sûr au niveau de la France, et c'est plus pour donner un exemple ensuite sur ce qui doit se faire dans une régulation mondiale et européenne. Est-ce que Denis Pech, vous avez peut-être des éléments de réponse à cette question ? Oui, je pourrais vous parler, alors peut-être pas tellement issu de mon expérience de chercheur, mais plutôt de citoyen. Dans le cadre du mouvement des villes en transition, par exemple, il y a une mesure qui préconise la mise en place de conseils qui représentent les générations futures et le temps long, c'est-à-dire des conseils consultatifs qui essayent d'intégrer la prise en compte des intérêts, à la fois des générations futures, mais qui peuvent aussi intégrer la prise en compte des non-humains à partir du moment où on met sur la table quelles pourraient être les formes et l'existence de ces non-humains. Donc, alors c'est une proposition qui n'est pas complètement farfelue, parce qu'elle existe déjà à la ville de Paris depuis 2016. Elle s'appelle Conseil des générations futures. Donc il n'y a pas forcément la dimension non-humain dedans, mais je pense qu'il y a des efforts aujourd'hui pour expérimenter des formes délibératives qui intègrent un peu la question du bien commun et du futur, du développement durable futur sur les décisions aujourd'hui. Au-delà de la prise en compte des intérêts souvent immédiats. Donc c'est une piste de réflexion qu'il faudra poursuivre et pour lequel on n'a encore pas beaucoup de données, d'observations, mais qui est une réalité, qui commence à prendre forme et qui va, de mon point de vue, qui devrait se développer dans les années à venir. C'est quoi ce Conseil des générations futures ? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Je n'ai pas étudié en détail, mais si j'ai bien compris, ça ressemble un petit peu peut-être à l'Assemblée des citoyens qui a travaillé sur le climat récemment, c'est-à-dire c'est d'essayer de composer une assemblée de personnes en leur donnant la mission, disons, de réfléchir, de plus particulièrement réfléchir aux impacts que pourront avoir des décisions qui vont être prises par les villes ou les communes sur les générations futures. Donc c'est un espèce de mandat qui leur est donné en particulier
Donc je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que je n'ai pas analysé plus en détail, mais c'est simplement une idée qui me semble intéressante à regarder de plus près dans la perspective que vous évoquiez pour la prise en compte des générations futures et des non-humains dans ces réflexions. Merci beaucoup pour votre réponse, Denis Pech. Alors, j'ai une question à laquelle peut-être plusieurs d'entre vous pourraient répondre, de Bruno Boulnois, qui nous demande: pouvez-vous nous rappeler l'importance chiffrée de nos comportements individuels par rapport aux enjeux climatiques? Est-ce que quelqu'un parmi vous veut donner des éléments de réponse sur cette question qui est très large, qui a beaucoup de façons à laquelle on peut répondre de différentes façons? On peut essayer, et sachant que c'est toujours assez difficile de faire la part des choses quand on prend des moyennes, notamment. Donc, un indicateur qu'on mentionne souvent, c'est les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Par exemple, sur la France, autour de 6 tonnes de gaz à effet de serre par habitant et par an. C'est une moyenne entre le comportement individuel et puis aussi l'industrie. Donc, il faut faire la part des choses. Mais on peut peut-être donner 2 chiffres. Pour notre avenir à 2 degrés ou 1,5 degrés, jugé à peu près vivable par les modèles du GIEC, on nous dit qu'en moyenne dans le monde, il faudrait que par habitant, on n'émette pas plus que 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Là, vous dites 6, c'est même un peu optimiste. Quand je disais 6, c'est la France aujourd'hui. Je dis que dans le futur, il faudrait que tous ensemble, on ne dépasse pas 2 par habitant. Modèles disent qu'on est à 11 aujourd'hui par Français. C'est quand on réintègre notamment les consommations qu'on achète dans un autre pays, par exemple. Mais pour donner une idée, si on est à 5-6 en France, on est à moins de 2 aujourd'hui en Inde, et on peut être à 20 ou 30 dans certains pays très intensifs. Donc, de 2 tonnes de CO2 émis par habitant et par an. Sur le comportement individuel, 1 tonne de CO2, c'est, si je prends l'avion pour aller à New York, j'ai émis 1 tonne de CO2 déjà. Donc évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais quand on prend l'avion, on émet beaucoup de CO2. Si je chauffe mon appartement pendant une saison hivernale, en moyenne en France aujourd'hui, avec les différentes options qui existent pour se chauffer, qui ne sont pas toutes bas carbone, pareil, ça fait 1 tonne de CO2. Si j'achète un ordinateur, ça fait 1 tonne de CO2. Si je mange de la viande rouge, donc on peut convertir, si vous voulez, ce budget carbone en quantité de choses qu'on consomme aujourd'hui. Et ça fait assez peur, puisque à chaque fois qu'on regarde dans le détail, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qu'on fait aujourd'hui sans y penser qui ne prend déjà une part énorme de ce budget. Quelqu'un d'autre, vous voulez répondre, Karina von Schuckmann? Oui, je voudrais bien revenir à cette vision que j'ai introduite en début, c'est-à-dire ces 3 piliers sur le développement durable, ces 3 piliers et à la base l'environnement. Et il y a eu aussi une expression qui était arrivée tout à l'heure sur que nous, on doit réapprendre qu'on coexiste avec l'environnement. Et c'est la base, c'est la source de vie. Et donc, ça porte la société et ça porte l'économie. Donc, je pense au travers individuel jusqu'au niveau de prendre des décisions. Chacun doit apprendre qu'il faut respecter la nature, il faut agir responsable, il faut transférer ces informations aussi à des générations à venir, parce que si on veut aller vers une transition sur un futur qui est durable, il faut agir. Tout le monde doit commencer à accepter cette transition et agir de la façon responsable. Merci beaucoup. J'ai une question de Pierre Ripper-Prey qu'on a peut-être déjà un peu évoquée, mais à laquelle on n'a pas forcément entièrement répondu. C'est en vous écoutant, il souligne l'évidente impossibilité d'avoir un multilatéralisme en matière de développement durable. Et donc, il nous demande maintenant quel scénario est à envisager. Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ce constat il dit impossibilité d'avoir un multilatéralisme. Peut-être Sébastien Treyer ou Yann Verling souhaitent répondre sur cette question. Je ne veux pas prendre la politesse à monsieur l'ambassadeur, donc Yann, si vous le souhaitez, mais sinon je veux bien me lancer et vous compléter. Dites-moi. Yann Verling, est-ce que vous souhaitez répondre? Je veux bien dire un mot, mais on peut se compléter avec Sébastien. Il est vrai que quand on observe de loin, on va dire, les tentatives de construction, on va dire, d'une ambition collective, d'une ambition internationale pour l'environnement, on est parfois perplexe. On voit même des conventions comme
la plus connue d'entre elles, la Convention pour le climat, et notamment l'épisode de la COP 15 à Paris en 2015, on voit que même celle-là qui semblait être un grand succès, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, on voit qu'on n'est pas du tout au rendez-vous et que d'ores et déjà, aujourd'hui, on est déjà à plus 1 degré d'augmentation de température moyenne sur Terre. Donc, quand on disait qu'on ne voulait pas augmenter à plus de 1,5 degré, on voit bien qu'on n'y arrivera pas. Et là malheureusement, j'allais dire, contrairement à la biodiversité qui a une résilience forte, qui peut se régénérer très vite. On l'a vu d'ailleurs pendant l'épisode du confinement, en l'espace de 2 mois, on a revu des choses extraordinaires dans nos campagnes et dans nos océans, avec une régénération de la biodiversité. Malheureusement, ça durera pas, mais enfin, il y avait une régénération rapide. Pour le climat, c'est pas pareil, ça dure plus longtemps. Donc, on voit que c'est très difficile au niveau international d'être au-delà du discours, parce que le problème, évidemment, c'est qu'au niveau des conventions internationales, on accumule les déclarations politiques d'ambition et derrière, il y a pas beaucoup d'action. Mais pour tempérer ça, moi, j'ai pas envie de laisser passer l'idée que on peut se passer de ces grands rendez-vous internationaux qui mettent quand même autour de la table, mine de rien, 196 pays, toute la communauté internationale, derrière au moins une envie de parler ensemble d'un destin commun et de ce bien commun qu'est la planète et son environnement, son climat, sa biodiversité. Ça reste quand même extrêmement important qu'on continue de se voir tous les pays ensemble pour tenter de converger vers un discours commun et mine de rien, on y arrive. Après, je crois qu'il faut pas se tromper. Ce discours commun, ce cadre, n'est pas le bon format et le bon niveau pour passer à l'action. Ce dont on a besoin, on va dire en complément, c'est tout ce qui est de l'ordre de la coopération bilatérale ou en tout cas à quelques-uns, avec quelques ambitions croisées entre des États, des multinationales, de la société civile qui se mobilisent ici ou là pour mener des actions qui répondent à ce cadre général, à ce discours général. Donc, moi, je crois beaucoup à ces deux piliers, à ces deux pieds dans lesquels on avance dans la négociation et dans la diplomatie internationale. C'est d'un côté maintenir un niveau de discussion internationale collectif pour pas qu'il y ait de divergences trop importantes, parce que si on discute plus tous ensemble, eh ben on peut avoir vraiment des directions très différentes qui peuvent être prises par des grandes puissances de manière tout à fait autonome et qui pourraient, on le voit ici là, brûler totalement l'Amazonie, émettre émettre du carbone en pensant qu'il n'y a aucune conséquence. On pourrait très bien diverger de manière très forte. Là, on maintient un petit peu quand même un collectif. Et puis après, il y a les coopérations ici ou là qu'on arrive à construire avec des pays dans des partenariats où on passe à l'action. Et ça, c'est l'autre pilier auquel je crois beaucoup. Très bien. Donc pour vous, on continue néanmoins à se réunir autour d'une table commune, notamment lors des grands rendez-vous internationaux comme les COP. Sébastien Treillère, vous vouliez compléter, je crois ? Oui, c'était difficile de compléter parce que je pense que M. l'ambassadeur a dit les points les plus importants. Moi, ce qui me semble, ce que je voudrais donc juste confirmer de mon point de vue, c'est que malgré les tensions qu'on voit à l'Assemblée générale des Nations Unies, là, vraiment mise en scène très fortement, on a quand même besoin du multilatéralisme, parce que derrière la question de l'auditeur, il y a la question de l'impossibilité du multilatéralisme environnemental, mais la question de l'impossibilité des doutes qu'on peut avoir sur le multilatéralisme tout court. C'est-à-dire qu'est-ce que l'ONU va encore pouvoir faire. L'idée, en anglais, on dit un rules-based order, c'est-à-dire un ordre international avec un minimum de règles. Et même ça, aujourd'hui, peut être un peu battu en brèche par un certain nombre de pays qui montrent qu'ils n'ont plus envie de se conformer à ce qui avait été construit après 45. Et donc là, il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant. Et donc, c'est à plus fort titre vraiment essentiel que les pays et les régions pour qui ce multilatéralisme reste important continuent de le soutenir. Je peux mentionner l'Europe, qui le dit très fort, qui le claironne. Le Royaume-Uni, pour l'instant, est dans la même perspective, et donc c'est important pour la COP26.
Et la Chine le dit aussi, peut-être avec une version différente, ou peut-être avec une envie de tirer les institutions multilatérales vers des normes et des standards et des institutions qui soient un peu plus proches de sa vision de ce que c'est que le multilatéralisme. Donc pour moi, ça c'est important. Et dans cette dynamique d'ensemble, ce qui me semblerait très grave, c'est que le multilatéralisme environnemental continue à fonctionner purement comme un affichage. Et il pourrait y avoir un risque que, par exemple, la Chine aboutisse à faire une COP15 de la biodiversité l'année prochaine, avec un espèce de succès parce que l'événement matériel se sera tenu de manière correcte, que les pays auront été d'accord, mais d'accord sur des engagements qui n'auraient absolument aucun effet sur la réalité. Ça serait un risque d'un multilatéralisme environnemental qui continue pour donner des gages du fait qu'on continue à se doper à l'échelle mondiale malgré les tensions, mais qu'en fait ça n'ait aucun effet sur des points durs qui sont la transformation économique, la transformation structurelle des économies, sur les choix qui sont faits avec les plans de relance. Et donc il faut à la fois maintenir le dialogue et s'assurer que ce dialogue soit pas un dialogue purement de façade. Et je pense que il faut à la fois avoir l'optimisme et s'assurer qu'on va soutenir le multilatéralisme. C'est l'ambassadeur Verling. Et en même temps être absolument dans une vision de la réelle politique où on n'est pas dans la guerre froide, parce que l'analogie avec la guerre froide, elle ne tient que pour se dire qu'à l'époque, on savait très bien qu'à l'ONU, il y avait des cordes de rappel, mais quand chacun des grands visait essentiellement ses intérêts personnels. Donc on est bien dans cette logique où il ne faut pas se leurrer, la coopération n'est pas uniquement parce qu'on a l'impression d'avoir tous les mêmes intérêts, et chacun des grands blocs, à titre d'exemple, savent très bien qu'ils ont aussi leurs intérêts propres à défendre. Ça devient très clair et très explicite, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à se faire. Diana Wiesel. Oui, peut-être je me rends compte qu'on n'a pas forcément donné une mesure de l'engagement de la France. Je crois que nos grands chefs s'expriment sur le soutien au multilatéralisme. Il faut rappeler, enfin, on l'a dit, mais l'accord multilatéral sur le climat, c'est l'accord de Paris. Et dans la coopération internationale, eh bien la France, elle s'est engagée à ce que non seulement la moitié de ses financements de coopération internationale portent sur le climat, mais que la totalité, dire les 50 autres %, on s'assure qu'on ne va pas à l'encontre, qu'on ne fait rien d'irréversible et de dommageable pour le climat. Donc aujourd'hui, on est quand même un des pays, on a cité aussi la Grande-Bretagne, l'Europe, un des pays qui sommes les plus en soutien au multilatéralisme pour trouver des solutions pour le climat. Alors, la question aussi qu'il y a derrière celle que pose notre internaute, c'est que est-ce qu'il n'y a pas finalement de nouvelles façons, donc on parlait de mettre tout le monde autour de la table lors notamment des COP, des grands rendez-vous internationaux, des relations bilatérales. Yann Verling, vous parliez de la complémentarité des deux. Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles façons de se parler d'environnement entre pays. Yann Verling ou Sébastien Treyer, est-ce qu'il y a de nouvelles formes finalement? C'est ça qu'il nous demande. Ce qui me paraît un peu nouveau depuis la COP15, c'est l'émergence d'une idée simple qui est que les États ne peuvent pas tout et que nous avons absolument besoin de la coopération, du dialogue et on va dire d'un mix de travail avec des acteurs qu'on appelle des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les grandes entreprises ou même les entreprises de plus petite taille, la société civile à travers les ONG et toutes les organisations non gouvernementales, puis aussi la science qui aujourd'hui a une place prépondérante dans le guide, on va dire, qui doit être donné sur les actions prioritaires à mener pour être efficace. Le constat aussi de la dégradation de la planète qui doit être un constat partagé. Comme vous savez, c'est un enjeu politique en soi d'avoir un consensus scientifique sur le constat. Et ces entités non étatiques aujourd'hui, elles montrent quand on mixe un peu tout ça, et encore une fois, quand je parle du bilatéral, c'est presque un mot un petit peu insuffisant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que d'un côté tous les États de la planète à travers des conventions, de l'autre côté une relation bilatérale entre la France et l'Allemagne ou la France et un pays en voie de développement en Afrique ou ailleurs. En fait, non, il peut y avoir des combinaisons extrêmement riches avec quelques multinationales qui s'associent à quelques États, qui s'associent à quelques ONG, qui s'appuient sur des instituts de recherche et qui montent
des opérations extrêmement concrètes et précises d'action pour le climat ou pour la biodiversité ou pour les océans dans des endroits bien précis de la planète. Donc c'est ça, à mon avis, qui est le futur on va dire de l'action internationale environnementale, c'est de pas schématiser trop simplement, pensant qu'il y a que les États d'un côté, l'ONU comme chef d'orchestre, et à côté rien. Non, il peut y avoir des choses extrêmement variées et très riches. Claire Pitola, vous vouliez réagir? Pour dire que en fait, les échanges et le partage, se parler, ça doit se faire à de multiples échelles. Aussi, pour donner des exemples, enfin, je reviens sur l'air. Les principales sources de pollution sont les transports et le chauffage. Et donc, on a cette concentration dans les villes et on a des réseaux qui se mettent en place comme Ville Santé de l'OMS pour agir, pour se donner des bonnes pratiques, pour impulser des choses. Donc, oui, bien sûr, il y a les grandes rencontres internationales, mais on doit aussi toujours en revenir au comportement et à ce qui est possible par le citoyen, aussi pour faire ses choix de consommation qui ne sont pas toujours simples, parce qu'on a de multiples données, et donc il y a un moment où il faut que l'organisation de notre société, et donc en premier lieu des villes de là où on vit, soit plus lisible et plus simple et plus favorable à notre environnement. Et ça, il y a beaucoup d'actions de réseaux qui se mettent en place pour faire ça. Donc vraiment, l'impact du local ne doit pas être négligé parce qu'on part d'abord du quotidien des citoyens, de l'organisation de leur ville, et on doit vraiment donner des exemples et des clés de lecture. Encore une fois, pour revenir sur l'air, par exemple, se pose de plus en plus la question de comment je fais de l'urbanisme qui soit favorable à la santé, comment j'oriente des cours d'école, des cours de crèche pour que je préserve au mieux l'environnement des tout-petits. Mais après, c'est un exemple qu'on leur donne et qui garde pour eux, ils ont conscience de ce qui est finalement bon pour leur santé et pour l'environnement et ce qui ne l'est pas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Damien Navizet, Denis Pêche à distance, Claire Pitola, Karina von Schuckmann, Yann Verling à distance également et Sébastien Treyer. Je vous remercie beaucoup et je vous passe la parole, Thomas. Merci Virginie Salmen. Quelques mots pour vous donner de la visibilité sur les grands rendez-vous internationaux qui arrivent et qui vont évidemment concrétiser tous les échanges qu'on peut avoir au sein des rencontres du développement durable. Il a été mentionné évidemment ce qui se passe en ce moment même à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il me semble qu'il y a encore quelques autres rendez-vous majeurs qui arrivent avec cet esprit de coalition nouvelle, mêlant les collectivités, les associations, les entreprises, les États, dans la logique qui a été évoquée tout au long de cette table ronde sur les communs. Évidemment, le Congrès mondial de la nature, qui doit se tenir à Marseille, dans la ville de notre co-organisateur Kedge Business School, en janvier 2021, qui permettra de travailler spécifiquement sur la biodiversité. Avant ça, le Forum de Paris sur la paix, qui arrive en novembre et qui est précisément le lieu de formation de ces coalitions hybrides où tous les acteurs internationaux, étatiques et non étatiques, peuvent arriver et dans lequel nous aurons en particulier un sommet initié et porté par l'Agence française de développement qui s'appelle la finance en commun et qui a vocation à rassembler les banques de développement multilatérales, bilatérales, de l'ensemble des États de la planète qui souhaitent s'engager en faveur des objectifs de développement durable et en particulier en faveur de l'action climatique. Cette logique de coalition sera également ce qui anime ce que le président de la République a appelé hier dans son discours le Forum Génération Égalité consacré à l'égalité femmes-hommes qui devait être accueilli en juillet à Paris et qui lui aura lieu du fait du coronavirus à la fin du premier semestre 2021 auquel nous participerons également en venant à votre rencontre sur tous les territoires, dans la même logique que les rencontres du développement durable. Quelques grands rendez-vous multilatéraux, donc, sur lesquels on pourra concrétiser ces réflexions. D'ici là, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le site internet des rencontres du développement durable, sur la page live de l'événement. Et on vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour la prochaine masterclass de notre rendez-vous de la journée avec Hugo Clément et Najat Vallaud-Belkacem pour prêter plus l'oreille au tic-tac de l'horloge climatique. À tout de suite.